Alors bonjour à tous, je m'appelle Fabien Esculier et je suis ravi de faire cette intervention aujourd'hui. Je vais présenter plus particulièrement la valorisation des urines humaines en tant qu'engrais aujourd'hui, mais ça s'inscrit plus largement dans un programme OCAPI dont je parlerai également rapidement. Alors ce programme de recherche-action OCAPI, je l'ai monté avec plusieurs chercheurs en 2014. Et il part d'un constat général qui reprend un peu des éléments que Sabino a donnés en introduction, à savoir que nous sommes actuellement, d'après ce papier de Stéphane Erikström, dans une situation où l'activité des sociétés humaines, et en particulier des sociétés industrielles, induit des dérèglements très forts des grandes régulations planétaires. Alors on parle beaucoup effectivement du changement climatique en ce moment, de l'érosion de la biodiversité de plus en plus. Et puis il y a un autre dérèglement planétaire très fort, estimé comme étant dans le rouge par ces auteurs, c'est la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Alors, si on revient à la source de cette perturbation, plus de 80% de tous les atomes d'azote et de phosphore qui sont introduits dans l'environnement par l'humain et qui font cette perturbation sont liés tout simplement à l'alimentation et à l'excrétion humaine, puisqu'il faut manger, l'azote c'est les protéines, le phosphore en particulier pour les os ou le fonctionnement métabolique, 3,4 kg d'azote et 350 g de phosphore par personne et par an pour pouvoir vivre confortablement. Alors ensuite, les sociétés humaines mettent en place ce que nous nommons des systèmes alimentation-excrétion, c'est-à-dire des modes de gestion de chaînes alimentaires en amont et de chaînes de gestion des excrétions humaines à l'aval pour permettre de gérer cette alimentation et excrétion humaine. Alors, le fait que nous soyons aujourd'hui dans une transgression de ces frontières planétaires nécessite de revoir en profondeur ces systèmes alimentation-excrétion qui ont bien sûr pour base le régime alimentaire, déjà, puisqu'on mange aujourd'hui 5 kg d'azote par personne par an en France par rapport à un besoin de 3,4 kg. Et puis bien sûr, tout en amont, les systèmes de production agricole, ce que Sabine a largement expliqué au début. Ici, on va plus particulièrement se concentrer sur comment est-ce que l'excrétion, qui participe aussi à cette pollution, peut contribuer à limiter cette transgression. Alors le programme OCAPI, il s'attache à étudier et à accompagner la transition des systèmes alimentation-excrétion, et plus particulièrement urbains. J'ai donc monté ce programme de recherche en 2014 et j'en ai soutenu une thèse pluridisciplinaire sur des systèmes alimentation-excrétion dont je vais présenter quelques éléments, et ici en tout particulier un zoom sur le fait, il se trouve que c'est en plus des travaux qu'Emmanuel Adler est en train de faire en thèse, il est présent juste ici, donc vous pourrez en discuter avec lui, sur le fait qu'au XIXe siècle, Emmanuel recense plus de 140 brevets français qui sont déposés pour essayer de faire en sorte qu'à partir d'urine et matières fécales humaines, on arrive à faire des engrais commodément appliqués en agriculture. Et puis l'intérêt se porte tout particulièrement sur les urines, parce que dans l'excrétion humaine, plus de 90% de l'azote, environ 90% de l'azote qu'on excrète est présent dans les urines, ainsi que 75% du phosphore et 65% du phosphore et 75% du potassium. Donc le mode majoritaire d'excrétion de ce NPK humain, c'est les urines. Et avec le complément qu'on a dans les matières fécales, on a à peu près 100% de ce qu'on avait en entrée en termes de bilan de masse. Alors, quelques traitements du 19e siècle intéressants à noter, avec ici les références des personnes qui l'ont développé. Il y en a beaucoup en France. Donc on cherche très fortement. C'est finalement cette première phase de la révolution industrielle, celle dans laquelle on n'avait pas encore les hydrocarbures fossiles disponibles en très grande quantité, mais on avait quand même déjà le souhait d'augmenter la production agricole, d'augmenter la production industrielle, et donc on faisait du mieux qu'on pouvait avec ce qui était disponible, en particulier urine et matières fécales. Donc on les stabilise à l'acide, on fait le stripping de l'ammoniac, on précipite la struvite en 1847 par exemple Boussingault, on imprègne sur média alcalin, on imprègne sur charbon ces matières pour en faire les meilleures matières fertilisantes possibles. Alors petit zoom en clin d'œil, Donat en 1819, il a reçu la médaille d'or d'une société qui s'appelait à l'époque la Société Royale d'Agriculture.
Et j'ai été très ému parce que exactement 200 ans après, ma thèse a reçu la médaille d'argent de cette société qui est devenue l'Académie d'agriculture de France. Parce que, 200 ans plus tard, on a la même dynamique qui est en train de se faire, et ce colloque en est la démonstration, c'est-à-dire un intérêt croissant, parce qu'on prend conscience que le pétrole n'est pas infini, d'essayer de faire le maximum avec ce qui est disponible. Alors, quelle a été notre histoire sur ces 200 ans justement? J'ai évalué le taux de recyclage de l'azote spécifiquement, qui est le premier nutriment des plantes, sur urine et matière fécale de l'agglomération parisienne. Alors ce qu'on constate, c'est qu'en 1850, on a des procédés qui sont considérés plutôt comme barbares. On fait de la poudrette majoritairement avec les matières de vidange, parce qu'on a des fosses d'aisance au pied des bâtiments de Paris qui sont récoltées, et donc un taux de recyclage de l'azote qui avoisine 10%. Énormément d'azote est infiltré dans les sols, une partie va aussi dans l'égout. Mais très majoritairement, c'est dans la procédé peu efficace de la poudrette qu'on le revalorise. Et puis les procédés deviennent de plus en plus précis et efficaces. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, on a une combinaison de deux événements. D'une part, on a des procédés de plus en plus efficaces pour transformer. On fait du stripping de l'ammoniac et on produit du sulfate d'ammonium que Paris exporte à Londres au début du XXe siècle. Et en même temps, on travaille sur l'épandage des eaux usées. Ce qui fait qu'on combine, pour les personnes qui ont encore une toilette avec fosse d'aisance, des procédés efficaces de récupération des nutriments, et pour ceux qui ont des toilettes à chasse d'eau qui sont en train de se développer à Paris à cette époque, un retour au sol par l'épandage direct des eaux usées. Et on arrive à un sommet de circularité de 50% de l'azote de tous les Parisiens dans la première décennie du XXe siècle, qui est effectivement retourné sur les sols agricoles majoritairement avoisinant Paris. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, 1913, le procédé Haber-Bosch. L'azote minéral est quasiment infini et gratuit. Pourquoi s'embêter à récupérer ces urines et matières fécales? C'est compliqué, ça coûte cher. Finalement, au fur et à mesure, on abandonne la possibilité de récupérer ces matières. La toilette à chasse d'eau, entre autres par le choix des usagers, c'est pratique de tirer la chasse, se développe. Et finalement, on rejette tout d'abord en rivière de plus en plus les eaux usées, avec les catastrophes environnementales qu'on connaît, particulièrement dans les années 60, 70, 80 en France, mais qui perdurent dans une très grande partie du monde. Et puis ensuite, on construit les stations d'épuration pour limiter la casse sur les rivières. Mais finalement, les stations d'épuration sont construites pour protéger les rivières, mais ne permettent pas, sur l'azote en particulier, de faire un recyclage efficace de ces nutriments. Alors sur l'agglomération parisienne, donc j'ai calculé le taux de recyclage du NPK de Paris aujourd'hui, donc des 10 millions d'habitants. On est à 4% sur l'azote, 40% sur le phosphore parce qu'il y a beaucoup de boue incinérée et 2% sur le potassium. Donc on est finalement arrivé à une linéarité importante de la gestion des urines et matières fécales humaines aujourd'hui sur l'agglomération. Alors, dans le programme de recherche action, on a donc ce sujet est en ébullition, je dirais, aujourd'hui au niveau mondial. Et nous avons commencé une deuxième phase dans laquelle nous développons de très nombreuses approches différentes de cette question. Une approche, je dirais, globale métabolisme pour essayer de comprendre toute cette circulation de matière et les jeux d'acteurs qui y sont liés entre les toilettes, le champ, la ville, l'alimentation. Une partie sociologique dans laquelle on essaie de comprendre comment peuvent se construire de nouvelles filières à partir de séparation à la source, c'est-à-dire récupération des urines et matières fécales à la source, et puis des questions aussi anthropologiques. Quelle est votre relation à vos urines et matières fécales? C'est une question qu'on se pose dans notre programme de recherche. Et puis des démonstrateurs qui fleurissent également. Et le premier, je dirais, on a fait à l'école des ponts même, où on collecte l'urine d'un urinoir sec masculin. Très bientôt, on espère le faire dans les toilettes féminines juste à côté, par une toilette à séparation d'urine. Et celui que je présenterai plus en détail dorénavant, c'est le volet agronomique de notre programme de recherche, AgroCapi. On essaie d'évaluer l'intérêt des matières fertilisantes, des nouvelles ou anciennes matières fertilisantes qu'on pourrait récupérer sur urine et matières fécales humaines. Alors c'est un programme de recherche action, on est très orienté vers le fait que notre travail puisse permettre de conduire à des réelles transformations qui sont absolument nécessaires en termes de transition écologique de nos modes de vie, de nos sociétés. Et on s'intéresse donc plus particulièrement à la séparation à la source comme procédé comme mode de valorisation de ces matières. Ah oui, un point important à signaler tout de même, depuis octobre 2018, l'agence de l'eau Seine-Normandie, sur le bassin de la Seine, donc, a validé jusqu'à 80% de subventions pour tous les projets qui mettraient en œuvre à un niveau collectif des techniques autres
que tout à l'égout, toilette à chasse d'eau et tout à l'égout, pour permettre un retour au sol des nutriments issus des urines et matières fécales. Donc en ce moment, il y a beaucoup de projets immobiliers en particulier pour lesquels il y a un modèle économique qui se crée grâce à cette subvention nouvelle de l'Agence de l'eau. Alors dans le projet AgroCapi, vous avez ici les logos des différents partenaires financiers, techniques et puis les laboratoires impliqués. On a commencé d'abord à faire une revue des procédés redéveloppés au XXIe siècle, parce que si je reprends ces procédés, finalement, on les retrouve tous aujourd'hui dans un très grand nombre de publications scientifiques, pour ceux qui sont finalement des technologies similaires. Ici, je n'ai pas listé effectivement de nombreuses nouvelles technologies qui apparaissent. Je pense aux membranes, par exemple, qui n'étaient pas employées au XIXe siècle, mais finalement, on retrouve un certain nombre de procédés similaires. Alors, on a commencé par sélectionner en fait ce qu'on appelle des urinofertilisants. Comme j'ai dit que 90% de l'azote est dans l'urine, on s'y intéresse tout particulièrement, d'autant plus que les urines ne sont pas le vecteur d'émission de pathogènes de la part des humains. Donc on a à la fois un potentiel de circularité énorme et une salubrité très forte des urines. Et on s'est intéressé plus particulièrement aux procédés qu'on appelle conservatifs, c'est-à-dire ceux dans lesquels on va conserver la majorité des éléments présents dans les urines, pour deux raisons. La première, c'est que si on a un procédé extractif, il y a toujours un déchet qu'il faut continuer à gérer, ou un coproduit. Et puis, deuxièmement, ça fait aussi des produits qui sont spécifiques. Si je fais du stripping, l'ammoniac que je récupère derrière, qui viennent de l'urine ou d'autres choses, il n'a pas de spécificité. Donc, on s'est intéressé plutôt à ceux qui produisent des éléments nouveaux. Alors, le premier, c'est le plus simple et prosaïque qu'on puisse faire, utilisé en Chine depuis 3000 ans très largement, c'est l'urine simplement stockée. On lui a donné un petit nom, on l'appelle le lysin, le lisier humain. Si vous voulez participer à notre concours de faire rentrer des mots dans le dictionnaire, vous pouvez populariser le terme lysin la prochaine fois que vous fertiliserez votre potager à l'urine. Qu'est-ce que c'est le lysin ? C'est un engrais minéral multi-éléments. Son NPK usuel, on va dire, c'est 0,60103, donc relativement dilué. Et son usage est encadré par des recommandations de l'OMS qui ont été faites en 2012, principalement le stockage pour garantir la salubrité en cas de contamination croisée avec des matières fécales dans une toilette à séparation d'urine, et recommandations donc, qui sont émises pour le très grand nombre de personnes en France, mais beaucoup plus à l'étranger, qui continuent à mettre en œuvre cette pratique. Aujourd'hui, dans la réglementation française, avec les échanges qu'on a pu avoir avec les autorités administratives, l'urine a un statut de déchet. Son épandage serait permis dans le cadre de la réglementation sur les matières de vidange de l'assainissement non collectif. Donc comme les boues d'épuration, finalement, ce sera encadré par le décret de 98. Donc aujourd'hui, un statut de déchet, mais qui peut être amené à évoluer potentiellement. Deuxième urinofertilisant qu'on a sélectionné, c'est de l'urine qui a suivi un procédé de nitrification et concentration. Donc l'urine, j'ai dit relativement diluée, si on veut la concentrer pour le transport ou pour l'application, il faut stabiliser l'azote auparavant, sinon on aura des émissions d'ammoniac dans l'atmosphère. Et donc la nitrification est un procédé qui a été développé en Suisse et qui permet de conserver l'azote sous forme d'ammonitrate et derrière de ne pas perdre en baissant le pH. Naturellement par nitrification, de ne pas avoir de volatilisation de l'ammoniac. C'est le premier produit issu d'urine qui est mis sur le marché dans le monde occidental. Ils ont obtenu l'homologation en 2016, la première pré-homologation, et l'homologation définitive en 2018. Il s'appelle donc Orin, il est développé par Léa Vague, l'Institut de recherche sur l'eau, et sa spin-off qui s'appelle Vuna. Donc vous pouvez acheter cette bouteille d'urine concentrée suisse, dont le NPK garanti est ici 4,042, un facteur de 10 à peu près de concentration, un peu plus. Ils ont ajouté un traitement en charbon actif pour les micropolluants, c'est-à-dire principalement les résidus de médicaments, qui en permet un abattement. Et il obtient le statut de produit en Suisse. Alors la Suisse n'est pas dans l'Europe, donc l'Orin n'a pas de statut de produit en Europe, d'après ce que j'ai compris. Mais l'entreprise Vuna est très intéressée pour essayer de faire acquérir un statut de produit en Europe. À l'Orin. Le troisième que nous avons aussi récupéré, donc c'est de l'urine mise sur un média plutôt alcalin, donc de la chaux ou bien des cendres
éventuellement mélanger des biochars puis déshydrater. On lui a donné un petit nom aussi, le granurin, parce que c'est encore à l'échelle laboratoire, donc il n'y a pas de commercialisation. Et son NPK est ici, il s'est développé par SLU, l'université d'Uppsala, en Suède. Et ensuite, donc voilà, nous en avons sélectionné encore un certain nombre, mais je présenterai un petit peu moins en détail. Urine avec acidification, ce qui permet la concentration aussi. Urine avec alcalinisation. Urine fermentée. Urine et copeaux, ce qui est la pratique classique des toilettes sèches en France. Urine stockée mélangée avec des boues aussi. Et puis un procédé extractif, on a voulu aussi tester la struvite sur urine. Alors, une fois cette sélection des urinofertilisants faite, nous avons cherché à caractériser nous sommes en train de caractériser ces différents produits et d'acquérir des données expérimentales. En serre, en 2017 et en 2018, nous avons comparé l'efficacité agronomique en tant que fertilisant, ici azoté, mais plus globalement multi-éléments maintenant, de ces différents urinofertilisants. Donc ici, vous avez le coefficient apparent d'utilisation de l'azote, qui est donné pour ici une solution d'ammonitrate. Et finalement, on voit une équivalence très forte avec l'orin ou bien l'urine humaine stockée. Ici, c'était un compost dans lequel on ajoutait de l'urine, un lisier dans lequel il y a beaucoup plus de matière organique, donc moins d'efficacité immédiate, et puis le compost dans lequel il y a très peu d'azote minéral présent dedans. Puis ici en photo, j'aime bien cette photo parce que elle est très marquante. Ici, c'est un pot sans urine, et ici, c'est le même avec urine. Fabien, assez rapidement la conclusion. Très bien. Nous le faisons aussi au champ, où nous testons l'efficacité agronomique, les émissions gazeuses et la question des contaminants, résidus pharmaceutiques, antibiorésistance et pathogènes présents dans les urinofertilisants. Donc ça, c'est un épandage qui est fait cette année sur colza, blé et maïs. Et puis enfin, nous travaillons sur l'appropriation de la pratique. Un rapport paru en 2018 par Florent Brun qui montre qu'aujourd'hui il y a d'abord une méconnaissance du sujet, une importance des filières pilotes, une question sur le statut réglementaire et puis des effets d'échelle et de mise en place, parce qu'il faut à la fois un mouvement au niveau urbain sur la façon dont on met en place de nouvelles toilettes et de nouvelles filières, et puis un mouvement au niveau agricole sur l'utilisation de ces nouvelles matières. Enfin, on réalisera dans le projet AgroCapi des scénarios et des évaluations par l'ACV de ces scénarios depuis les toilettes. Ici, vous avez une toilette à séparation d'urine mise sur le marché depuis quelques mois, toilette Save, et puis les différentes filières envisageables jusqu'à l'épandage final. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne serai pas à la table ronde parce que je dois partir à 15h. Je ne sais pas si éventuellement s'il y a une question, je peux la prendre, mais sinon on pourra discuter après. Et puis si vous voulez regarder en 3 minutes cette fois-ci ce que je présente, j'ai eu la chance de gagner le prix du public de ma thèse en 180 secondes, dans laquelle j'explique que l'azote de Paris permettrait de faire 25 millions de baguettes de pain par jour. Donc il y a quand même un potentiel d'azote largement sous-estimé et méconnu aujourd'hui, que je vous invite à redécouvrir. Merci.